Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Eva? Très bien, et vous? Je suis ravi d'être avec vous, comme vous le savez. Le mercredi, c'est permis, c'est pas ravioli, mais c'est permis. C'est surtout les tendances de la Côte Imo, parce que comme vous le savez, tous les mercredis, on décrypte pour vous l'actualité de l'immobilier. Comme vous le savez, les soubresauts du mercato immobilier ont vu quand même beaucoup d'incertitudes, de questions à se poser. Alors, bien sûr, on va dire que les chiffres et les tendances sont à analyser, et c'est bien l'objet de notre jour. On a des invités pour en parler. Tout à fait. Focus aujourd'hui sur le marché de la transaction et de la gérance et de l'autre sur le marché de la copropriété. Justement, pour aborder ces deux sujets, nous accueillerons Benjamin Darmouni, président du cabinet Maurice Burgère, ainsi qu'Olivier Safar, directeur général du cabinet Safar. La Côte Imo, vous l'avez compris, ça commence maintenant. Alors, il y a quelques bouleversements sur le marché immobilier, notamment un ensemble d'éléments conjoncturels qui influent avec force. Et dans ce contexte, les planètes sont-elles alignées ou pas? En tout cas, on va parler de ce mois de juin 2022, un mois très particulier. Et bien évidemment, on l'a tous compris, à la suite des élections législatives, la politique du logement va avoir des orientations un peu particulières. Et c'est des réponses marché qu'on attend avec notre invité, Benjamin Darmouni. Bonjour. Bonjour Sylvain. Président du cabinet Maurice Burgère. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur la Côte Imo. Et on va voir, si vous voulez bien, comment se porte le marché dans un contexte particulièrement lourd sur le plan économique. Premier bilan, en ce fin de trimestre 2022, le marché de la transaction, Benjamin Darmouni. Le marché de la transaction aujourd'hui souffre. On est très clairement en train d'assister à un retournement de marché. Ah, quand même. Ah oui, oui. Ah, oui. Là, maintenant, c'est. Et quand vous dites retournement de marché, est-ce qu'on entre en crise, là? Vous la qualifiez de crise immobilière? C'est très compliqué à dire. Une crise, en tout cas, personnellement, je n'en ai pas encore vécu. Donc, je ne suis pas capable de vous dire si ça va être réellement une crise. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on était sur un marché avec une forte demande. Aujourd'hui, la demande n'est plus là. Et on a une augmentation des offres. Ce qui veut dire que, pour moi, versus il y a 2 ans, même il y a 1 an, le marché se retourne, oui, très clairement. On n'a plus les mêmes demandeurs et les mêmes offreurs sur le marché. Donc, très clairement, il y a un problème. On a un deuxième problème, c'est les volumes. Aujourd'hui, on assiste à une baisse pour le premier trimestre de 15% des volumes de transactions. Alors, vous allez me dire, on était mal habitués. Oui, le marché de la transaction, depuis des années, est mal habitué, puisqu'on avait un marché haussier, puisqu'on a un marché qui allait bien. D'ailleurs, notre gouvernement d'époque disait que ça allait trop bien, donc on devait mettre des choses en place pour arrêter ce marché qui allait trop bien. Et donc aujourd'hui, ils vont être contents, puisque le marché aujourd'hui dévisse. Alors au niveau des prix, à Paris, ça ne se ressent pas forcément, puisque l'activité résiste bien. Mais première et deuxième couronne, on assiste à des baisses de volume d'un côté de 19%, de l'autre côté de 10%. Pourquoi Paris ne dévisse moins que les autres? C'est la diversité des produits. Il faut bien comprendre qu'à Paris, ça part du studio jusqu'à la maison, jusqu'à l'immeuble, jusqu'à des grands, des petits appartements. Donc très clairement, aujourd'hui, on sait très bien qu'une crise, avant que ça touche tous les... C'est pas palpable sur les prix. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est un ralentissement de l'augmentation. Ça, vous confirmez? Clairement. Enfin, là, aujourd'hui, on est... Non, mais j'ose même le dire, on est sur une baisse. Nous, sur les produits... sur Paris. Mais oui, sur les produits qu'on vend au sein de notre agence, on est sur une baisse de 5% des prix. Et il faut le dire. Ça ne fait pas mourir de le dire. Et pour autant, il faut réagir. Ok, je vais vous dire, quand on achète à 12 000 € du mètre et qu'on est à moins 5%, croyez-moi, ça ne fait pas rougir. Au contraire, ça fait plutôt sourire les acquéreurs. C'est pas simple. Évidemment, et puis on a été mal habitués. On a été mal habitués. On était sur un marché haussier. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui, l'important, c'est de trouver les raisons de cette baisse.
Alors pour vous, elle s'explique comment? Est-ce que, alors justement, on va continuer sur l'idée. L'inflation, hein, que personne n'avait vu venir dans ces proportions, qui a atteint presque 6%. La frilosité des banques, hein, à accorder des crédits. Resserrement au 1er janvier des règles, des normes HCSF. Est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu collatéral, ricochet, sur le stop des ventes, c'est-à-dire sur un ralentissement des ventes? Et enfin, effectivement, on voit bien que les banques aujourd'hui, il n'y a plus de débat, hein. C'est un apport minimum de 10%, quand ce n'est pas en moyenne des apports de 20%. On se rappelle quand même d'une époque où les prêts étaient garantis, ou étaient financés à 100%, et les ménages n'apportaient que les frais de notaire. D'ailleurs, on va le voir sur une infographie. Je vous donne juste pour illustrer le propos le taux moyen des prêts immobiliers. En décembre 2021, il était de 1,06%. En mai 2022, il est déjà à 1,25%. C'est une source de l'Observatoire du Crédit Logement. Ça fait un peu peur quand même quand on voit ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a une courbe qui est plutôt descendante qu'ascendante, hein. Mais elle est descendante et elle est logique. On assiste à la désolvabilisation des ménages. On assiste à une baisse du pouvoir d'achat. Bien comprendre qu'aujourd'hui, un ménage va perdre entre 10 et 15% de pouvoir d'achat. Donc, oui, effectivement. Et en plus, on ajoute à cela la haute autorité qui a accentué les difficultés de crédit, soit donc un taux d'endettement maximum de 35% et une durée maximum de crédit de 25 ans. Vous additionnez tout cela et vous vous rendez compte très clairement qu'aujourd'hui, le marché ne peut pas aller mieux. Et donc ça va engendrer quoi? Baisse du pouvoir d'achat, des impayés sur les loyers, on va en parler plus tard, mais des impayés sur les crédits immobiliers et sur les crédits à la consommation. Aujourd'hui, il y a de grosses alertes qui sont faites auprès des banques pour les selon vous, on va vers une escalade. Voilà, c'est ça ma question. Quelles sont vos prévisions, on va dire, pour l'année 2022? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Vous êtes inquiet pour la suite? Cette tendance-là dont vous nous parlez, elle va durer? Vous attendez à ce qu'elle s'arrête à un moment? Là, l'inflation continue en effet d'évoluer, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez? Clairement, aujourd'hui, je ne vois pas ce que le gouvernement, le nouveau gouvernement ou le nouveau gouvernement va pouvoir mettre en place pour que les choses s'arrêtent. Ils ont injecté énormément d'argent pendant la pandémie. On sait tous que quand on injecte de l'argent dans l'économie, on crée de l'inflation. Mais on n'a rien fait pour la contrôler, cette inflation. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, eh bien, très clairement, on ne sait pas comment la situation va s'arranger. Et pire, regardons le marché du neuf. Alors ça concerne moins Paris, plus Petite Couronne et Grande Couronne, mais le marché du neuf. On a des matériaux qui coûtent plus cher. On a une guerre avec l'Ukraine qui augmente, donc bien sûr l'inflation, mais aussi le prix des matériaux. Et on a des constructeurs de maisons individuelles qui ont vendu leurs maisons à prix fixe. Comment vont-ils rentabiliser leurs entreprises? C'est un sujet. Et donc, on entend déjà parler des promoteurs du fait qu'ils arrêtent certaines promotions qui ne sont plus rentables. Mais je ne vois pas dans quelle mesure tout cela peut arranger les choses. À mon sens, j'ose le dire, ça ne peut que les empirer. Alors, tous les profils sont concernés par la hausse des taux qui a quand même considérablement impacté les dossiers. Alors, ce qu'on appelle les mauvais dossiers, je ne suis pas trop fan de ce terme, les dossiers, c'est ceux qui affichent un fort taux d'endettement, bien évidemment, mais maintenant, le taux d'endettement, aujourd'hui, il est clairement très, très limité, à 35%. Les revenus faibles, hein, qui ont été, vous l'avez dit, désolvabilisés, et si aussi les emplois en manque de stabilité ou mal appréciés par les banques, notamment travailleurs non salariés, contrats à durée indéterminée, les intermittents du spectacle. Dieu sait que dans notre profession, c'est aussi un sujet, la nature contractuelle de la relation d'emploi pour obtenir des crédits. Mais sur des dossiers, on va dire, un peu complexes, ça peut monter jusqu'à 1,7% qu'on n'avait jamais vu. Est-ce que, aujourd'hui, cette désolvabilisation d'une partie, vous l'avez évoqué, va entraîner ou pas une décote,
une décote des biens. Je dis bien une décote des biens. Alors, oublions Paris, qui est pas un marché tout à fait rationnel, bien qu'on peut parler du marché francilien, mais est-ce que globalement, vous le craignez? Parce que par le passé, c'est assez étrange, on a vécu des moments similaires. Alors, juste un petit mot. Moi, j'aime pas parler de mauvais dossiers. Comme vous, je trouve qu'un dossier est un dossier, et quand il est accepté par une banque, ça veut dire qu'on y croit. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, vous évoquiez tout à l'heure les taux, en disant que c'est passé à 1,25. Je vous informe déjà, je vous donne une nouvelle, on est déjà à 1,50. Donc, si vous trouvez des taux à 1,25, je suis personnellement preneur. Ensuite, c'est dire que voilà, on est sur des taux qui vont forcément augmenter. On parle d'inflation en septembre de 8%. Donc très clairement, les taux vont forcément augmenter. Et donc, sur le fait que, effectivement, comment va réagir le marché, le marché, il est clair, moins vous avez de demandes, plus les prix vont baisser. Parce que il va y avoir un afflux de biens sur le marché. Donc, les prix vont baisser. Voilà la situation. Alors sur le DPE, la notion, le DPE dont on a parlé, puisqu'on l'a évoqué notamment cette semaine dans nos journaux, le DPE c'est un vrai sujet. Est-ce que le DPE aujourd'hui, avec le fait qu'il soit opposable, va devenir l'un des éléments, la variable d'ajustement du prix et de la négociation? Je m'explique. Les DPE qui seront favorables avec des étiquettes par exemple D ou E seront beaucoup plus bankable que les lettres F et G dans les mois, les années qui viennent, puisqu'on le sait, certains produits ne pourront plus être mis en location, les propriétaires ne feront plus leurs travaux parce qu'ils ne veulent pas les faire, bref, ils vont le mettre en vente. Parce que ça, on a le droit encore de le faire. Ils n'auront pas le droit de le louer, mais ils pourront quand même le vendre. Est-ce qu'ils vont le vendre avec une décote? Évidemment. On a tous les ingrédients, très clairement, pour qu'on soit... j'utilise pas le terme crise, mais pour qu'on soit dedans. On prend le problème des DPE. Aujourd'hui, les DPE, ça va toucher, donc évidemment, les ménages qui veulent acquérir, mais aussi les investisseurs. En fait, on a l'impression que cette situation va toucher tous les professionnels de l'immobilier. Le DPE, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, très clairement, on évoque à Paris la rénovation d'un 35 mètres carrés pour 30 000 euros si on veut réussir à atteindre péniblement une lettre E. Isolation par l'intérieur, supprimer le gaz pour mettre de l'électricité, changer les fenêtres, sachant que je rappellerai qu'avec les architectes des bâtiments de France, quand vous êtes sur rue, eh bien vous êtes obligé de changer les fenêtres en bois. Donc tout cela coûte extrêmement cher. Donc c'est des investissements extrêmement importants. Et ça amène les clients à quoi? À les rendre obligés de devoir vendre leurs biens. Parce qu'ils ne peuvent plus l'entretenir. Ils ne peuvent plus le rénover. Et donc, un ingrédient de plus. Voilà notre inquiétude. Voilà pourquoi aujourd'hui les professionnels de l'immobilier s'interrogent sur leur marché et s'interrogent sur les risques. Ils ne feront pas les travaux, donc c'est ce que vous dites. Ils vendront leurs biens. Pour un certain nombre, ils ne seront pas en mesure. La question, c'est pas de savoir s'ils vont les faire ou pas les faire. La question, c'est qui a les moyens de les faire. Avec des banquiers qui ne seront plus là pour leur prêter pour pouvoir les faire. Mais il y a des aides, il y a ma prime rénov, Mais ça touche une partie infime de la population. Et rappelons, la rénovation des maisons individuelles, c'est des maisons qui coûtent entre 80 et 120 000 euros, quand on a besoin d'un budget de entre 50 et 70 000 euros pour procéder à la rénovation énergétique de ces maisons. Eh oui, bien sûr. C'est le double. Donc, quel impact ces travaux de rénovation énergétique peuvent avoir sur le marché, selon vous? On va terminer là-dessus. L'impact, c'est encore une fois une augmentation de l'offre des produits sur le marché. Et donc, par définition, si l'offre est plus importante, les prix vont naturellement baisser. Puisque plus vous avez le choix quand vous êtes acquéreur sur le marché... Donc, on accentue la tendance dont vous parliez tout à l'heure. On accentue la tendance baissière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Benjamin Darmouni. Je rappelle, vous êtes président du cabinet Maurice Burgère. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sylvain. Eva. Merci Eva. Et on se retrouve pour la prochaine séquence. Exactement.
Vous regardez toujours la cote IMO, évidemment, on enchaîne avec notre second point, conjoncture, en regardant le marché cette fois à travers le prisme de la copropriété. Olivier Safar nous accompagne à la tête du cabinet Safar. Bienvenue dans la cote IMO. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Un mot d'abord sur la tendance au moment où on se parle justement, Olivier Safar, du marché de la copropriété. On vient de faire un bilan un peu pessimiste du marché général de l'immobilier en France. Voilà, un mot sur la tendance. Alors la tendance en copropriété, les réunions de copropriété ont reprise. Les copropriétaires viennent en assemblée générale. Il y a à nouveau des débats plus importants qu'il n'y avait auparavant. Mais surtout, il y a une appréhension très forte des prix de l'augmentation du gaz ou de l'électricité et de tous ces partis-là. Ce qui fait que quand vous avez des travaux à l'ordre du jour à voter, notamment des travaux de rénovation énergétique, qui sont conséquents, pour ne pas dire extraordinaires au niveau montant, eh ben on a un rejet d'un côté ou peut-être un report de certaines décisions. Et on se rend compte que là où on avait travaillé pendant 2 ou 3 ans à préparer les projets, certains, 1 sur 2, sont reportés ou rejetés. Et là, c'est pas très positif pour la partie rénovation énergétique. C'est le sujet principal, rénovation énergétique, aujourd'hui au sein des AG des copropriétés. Alors, c'est beaucoup de sujets de ce type-là, parce qu'on nous a demandé de mettre ce point à l'ordre du jour. C'est le cas des différentes lois. Ça a été voté, donc on est dans l'application. Mais c'est vrai que l'organisation est une chose. La temporalité de la copropriété, c'est un temps long. C'est-à-dire que pour arriver à faire une rénovation énergétique, il faut préparer des choses pendant 3 ou 4 années pour arriver à le faire voter. Et vous vous rendez compte, quand vous venez présenter votre projet, que les montants ne sont plus les mêmes, parce que les prix ont augmenté, inflation quand même réelle, notamment sur certains produits et certains matériaux. Et 2, effectivement, les copropriétaires voient une augmentation de leurs charges par ailleurs et ne veulent plus investir en se disant je rajoute de l'argent effectivement tous les mois, mais j'aurai une amélioration, mais dans 2 ans ou 3 ans. Parce que le temps que les travaux soient réalisés, vous votez les travaux, les réalisations commencent l'année d'après et c'est fini l'année suivante. Donc globalement, on a cette temporalité qui est une temporalité longue qui ne correspond pas toujours à ce que demandent nos copropriétaires et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec quelques blocages. Alors justement, les blocages... Dieu sait qu'on ne vous a pas épargné, Olivier Safar. Alors déjà, on est très content que vous confirmez, les propriétaires, les copropriétaires viennent en AG physiquement. Oui, on a ils plus reviennent. de présence. Ils reviennent. On a D'accord. Des votes Ils sont contents de revenir. Oui, ils sont contents de revenir, ils sont contents de s'engueuler. Soyons réalistes. Quand je dis engueuler, c'est entre guillemets. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a du débat. C'est un signe de bonne santé. Oui, c'est du débat. Quand vous avez un débat en assemblée générale, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais surtout certains qui n'ont pas compris. L'intérêt du débat, c'est que vous voyez les questions et vous allez pouvoir aiguiller les uns sur leur incompréhension, donner des informations complémentaires parce qu'ils n'ont pas compris les mécanismes de subvention, d'aide, de financement. D'autres, vous les aurez contre quoi qu'il arrive. Mais en moyenne, si vous arrivez à convaincre certains, vous allez faire avancer les dossiers. Quand on vote par correspondance ou qu'en visio, il se votait... Oui, les comptes, les budgets, les renouvellements du syndic et du conseil syndical, des petits travaux. Et puis, on attendait de l'année suivante pour voir ce qu'on faisait. Alors, dans le caractère, on va dire, symptomatique qui touche la copropriété, il y a celui de la rénovation énergétique, comme le disait Eva très justement. C'est un vrai sujet majeur. C'est le sujet de société, c'est le sujet des 50 prochaines années. Vous le savez. Élargissement de notre prime rénov' au niveau de la copropriété. Vous avez salué l'initiative. J'ai salué l'initiative, j'en suis très heureux. J'ai qu'une seule difficulté, c'est qu'elle s'arrête au 31 décembre 2022. Et que notre gouvernement hier, vous l'avez vu, j'en suis pas sûr que nous aurons le renouvellement. Oui, effectivement, la semaine dernière, il y a eu les élections législatives et on n'a pas encore forcément les orientations sur la nomination d'un ministère. Encore une fois, ce calendrier peut être très bien prorogé. Alors, on va voir d'ailleurs une infographie. On estime en France, on en a parlé tout au long de cette semaine, qu'il y a 4 800 000 logements qui sont des passoires thermiques. Ça, c'est la source du ministère de la Transition énergétique. C'est une statistique qui a été faite en 2020. La FNAIM dit qu'il y en a 12 millions. Le président qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine de Cydia nous dit qu'il y en a 6. Bref, le chantier est colossal. Question, on n'a pas l'impression, quand on vous écoute, que les copropriétés soient prêtes. Alors, les copropriétés ont déjà compris ce que c'était, ce qui est déjà un point très positif. En revanche, est-ce qu'elles sont prêtes à passer le pas ? Pour certaines, oui, les premières. La seule chose, c'est qu'on se rend compte que globalement, dès qu'on a un phénomène conjoncturel qui arrive, ça bloque.
Et ça, c'est une difficulté. Pourtant, on a lancé beaucoup de copropriétés là-dessus. On les a fait avancer depuis 3-4 ans, malgré le Covid. Ça, on l'a fait. Et en leur disant, attention, ma prime Rénov' Copro, elle vient à échéance au 31 décembre 2022. Il faut avoir voté les travaux cette année, avoir déposé les dossiers avant le mois de novembre pour être éligible et avoir un accord avant le 31 décembre. Une fois qu'on a l'accord à le 31 décembre, les sommes peuvent être versées 2023 ou 2024. Mais aujourd'hui, on a un blocage. Sur le nombre de dossiers qu'on a présentés en AG, on en a 1 sur 2 qui arrive. Donc, ce qui est peu. Et sachant que, bien évidemment, les immeubles en rénovation énergétique, ce ne sont pas tous les immeubles. Ce sont les immeubles dans lesquels il y a des travaux à faire. Ne croyez pas que l'on va forcer tous les immeubles à faire ces travaux de rénovation énergétique s'ils ont déjà fait leur ravalement, s'ils ont déjà fait la toiture, s'ils ont déjà changé leur chauffage, s'ils sont occupés déjà de leur canalisation. On n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait des travaux importants à faire dans l'immeuble pour partir sur une rénovation énergétique en plus. Pourquoi ? Parce que quand on calcule le retour sur investissement, il ne se calcule pas sur la totalité des travaux. Il se calcule uniquement sur le surplus que vous allez faire pour la partie rénovation énergétique. Et là, quand on fait ce calcul, c'est très clair. Si vos travaux de ravalement, de rénovation, vous êtes parti sur 1 million d'euros, et que derrière, pour pouvoir faire de la rénovation énergétique, vous rajoutez 500 000 euros, et que sur ces 500 000 euros, vous aurez 250 000 euros d'aide ou de subvention, ça vous coûte 250 000 euros de plus. En combien d'années je l'amortis ? Et c'est là, comme ça qu'on calcule. Et le problème, c'est qu'ils prennent tous 1 250 000 et ils font le nombre d'années. Mais non, les 1 million, vous les avez quoi qu'il arrive. Vous, c'est de cette manière-là que vous les accompagnez, en les aidant sur ce calendrier-là, ce qu'il faut faire à tel moment, les financements. Oui. C'est de cette manière-là que vous les accompagnez. On les accompagne, mais jamais tout seul. Oui. C'est-à-dire que le syndic, s'il est tout seul, on se trompe. Le syndic, il est accompagné d'un architecte, il est accompagné d'un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, et souvent d'un ingénieur financier en complément. Pourquoi ? Parce qu'il faut ces trois. Il faut arriver en groupe, organiser les choses, il faut rassurer les copropriétaires. Si vous n'avez pas l'ingénieur financier avec vous, les copropriétaires ne voteront pas. Important pour eux, c'est le montant du reste à charge. Ce montant du reste à charge, il se calcule comment ? Il se calcule les travaux que vous avez à faire normalement, ça coûte tant. C'est une chose. On me rend un crédit, vous avez un crédit éco-PTZ pour partie si c'est de la rénovation énergétique. Sinon, vous avez un crédit, effectivement, dans les 2 banques qui nous font ça. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On a la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. On cherche des nouveaux banquiers. C'est un appel aux banquiers. Venez sur ce marché, il y a des choses à faire. On voulait vous poser la question avec Eva sur comment réagissent les banques là-dessus. A priori, d'après ce que vous me dites, il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent le portillon quand même. Ils ne se bousculent pas du tout. Pourquoi ? Parce que le dossier à monter est très compliqué. Vous devez monter un dossier par copropriétaire. C'est-à-dire, vous montez votre dossier de l'immeuble. Imaginez que vous ayez 100 copropriétaires dans l'immeuble. Vous allez monter un dossier par copropriétaire. Et autant le dossier par l'immeuble, vous allez envoyer les documents à la banque par le mail ou par leur lien extranet, c'est parfait. Autant pour chaque copropriétaire, ils ne nous ont pas encore digitalisé cette solution. C'est-à-dire qu'on doit envoyer un questionnaire à chaque copropriétaire qu'il doit remplir à la main. Il doit ensuite prendre le bordereau de mandat à signer parce qu'ils seront prélevés, donner leurs différents documents et tout nous renvoyer. Et nous, on doit scanner et renvoyer à la banque. Je dis, oula, on est en retard dans la digitalisation. On a demandé à nos banques d'avancer là-dessus. C'était prévu normalement pour le mois de janvier dernier. Il y a 1 an de retard parce que c'est plus compliqué, parce que RGPD est venu rajouter des couches complémentaires qui fait qu'on ne peut pas leur envoyer un lien sans avoir eu d'abord leur accord préalable, avoir vérifié leur adresse email et complication. Simplifiez-nous les choses. Je le dis. Un appel à la simplification. C'est un appel, 1, à la simplification, 2, à la digitalisation. Les syndics, on s'est tous digitalisés pour ceux qui ne l'étaient pas. Les AG en visio, ils ont eu lieu. Les comptes sur le net, en extranet, aujourd'hui, tout le monde en a. Donc, on est avancé là-dessus. Avancé. On a parlé plusieurs fois dans cette émission cette semaine des délais qui paraissaient très courts pour faire certains travaux de rénovation énergétique dans certains bâtiments. Vous, que vous disent justement les propriétaires, ils sont inquiets de ces délais qu'il faut respecter et qui arrivent assez vite, finalement. Ceux qui sont le plus inquiets, ce sont les propriétaires bailleurs. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, c'était ceux qui ne venaient pas en AG. Et comme par hasard, depuis quelques mois, on les voit apparaître, parce que ce sont eux qui font avancer les problèmes de travaux, notamment de rénovation énergétique, pour tous les bâtiments qui sont E, F ou G. Je vous rappelle simplement que la première échéance, c'est le 22 août 2022. C'est dans pas longtemps. C'est l'impossibilité d'augmentation des loyers de tous les appartements qui sont F et G. Oups, c'est pas loin.
Donc ça veut dire que vous êtes bailleur, vous arrivez, vous voulez augmenter, Donc, plus terminé. Voilà, impossible d'appliquer l'IRL. D'ailleurs, l'IRL qui, vous le savez, va peut-être être gelé pendant une année. Alors ça sera une décision du prochain gouvernement. Tu le crois? C'est une demande de tous. La réponse est oui. Comment ça sera mis en œuvre? Donc vous croyez que le gouvernement pourrait, et ça serait vraiment délétère quand on voit l'inflation, geler les IRL pendant une année? Et il pourrait, s'il proroge le bouclier tarifaire de l'autre côté sur les énergies. Je pense que ça ira ensemble. Vous ne pouvez pas faire d'un côté et pas de l'autre. Si vous faites les deux, on l'entend, c'est pour effectivement aider nos concitoyens, je peux le comprendre. En revanche, si c'est juste pour embêter les propriétaires bailleurs, ça ne colle pas. Il faut que tout le monde... Non, mais c'est certainement pour aider. Il n'y a pas d'idée malsaine là-dessus. Enfin, quand même, les propriétaires vont perdre un quart de leur... on avait calculé entre 15 et 20% de leurs revenus sur une année complète. On le sait. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de l'absorber, ça? Alors, certains oui, d'autres pas. Parce que je rappelle qu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui sont des gens qui sont à la retraite et pour lesquels qui en ont besoin les loyers sont leur complément de retraite par rapport à ce qu'ils ont travaillé ou ce qu'ils ont cotisé. On a de nombreux commerçants qui ont des petits appartements en locatif. Pourquoi? Parce que leur retraite de commerçant est faible. Ce ne sont pas tous des salariés qui ont cotisé de façon très importante. Donc on se retrouve avec ces difficultés-là et on le sait. Mais ça, c'est que le premier point, c'est 22 août 2022. Le suivant, c'est le 1er janvier 2023. On ne pourra plus louer tous les logements qui seront indécents. 1er janvier 2023. Interdiction à la location. Interdiction à la location. Vous avez un locataire dedans, il reste dedans. Vous avez un nouvel appartement à louer, il est indécent. Niet, c'est fini. Je parle russe, je suis désolé, mais j'utilise maintenant des termes russes pour pouvoir rappeler qu'on n'est pas très copains avec les Russes et que quand je dis niet, c'est pire que ce qu'on imagine. Mais bon... Soutenons l'Ukraine, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, vous avez le 1er janvier 2025, 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2034. F et G. G, F et E. Les uns dans l'ordre, bien évidemment. Mais tout ça, c'est une galère. Alors, un dernier point, ce sera notre dernière question, qui a fait couler beaucoup d'encre, et on voit bien que ça stigmatise, ça cristallise toutes les passions, c'est l'explosion des logements en Airbnb. Alors vous êtes aux premières loges parce que vous êtes passé dans des copropriétés dans lesquelles effectivement vous êtes très exposé. On est approche de la période estivale, vous avez compris la question. Est-ce que ça va influencer la gestion courante de vos copropriétés? Alors, forcément. Oui. D'abord, c'est une galère quand vous avez des logements Airbnb dans les immeubles. Ah oui, vraiment. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ils n'arrivent jamais pendant la journée. Ils arrivent toujours en pleine nuit. Ils n'ont pas le code ou pas le bon code. La clé, ils ne savent pas quelle porte c'est. Donc, ils essaient d'ouvrir pas la bonne porte de l'appartement. Ils réveillent la moitié de l'immeuble. Donc, ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que certains propriétaires ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas le droit de louer en Airbnb. Donc, ils ont fait des demandes, bien évidemment, à la mairie de Paris, mais il y a toutes les communes autour. Et certaines communes, il n'y a pas, effectivement, d'autorisation. Il faut simplement, si c'est votre résidence principale, ne pas le mettre en Airbnb plus de 120 jours par an. Vous vérifiez, vous? Rien. Mais c'est des galères la plupart du temps. C'est une difficulté. À défaut, il appartient au propriétaire de déposer son permis de construire pour transformer son logement en local commercial à vocation de résidence de tourisme. Je le rappelle, c'est un vrai permis. C'est pas simple. Mais certains ont oublié les réglementations de l'urbanisme. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Olivier Safar, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc bien à la tête du cabinet Safar. C'était simple à faire le lien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci Eva, merci Olivier Safar. Merci à tous. Et merci à toutes et à tous. Effectivement, notre émission touche à sa fin et merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, diffusée sur Bismart et sur Radio Imo tous les jours à midi. Voilà, merci à nos invités pour leur participation. On va se retrouver demain, Eva, et on va parler politique. Même heure, même endroit. Parler de politique Imo, c'est tous les jeudis. On va vous souhaiter, en tout cas en ce qui nous concerne, une excellente après-midi à vous et on se retrouve demain.